Merci. Je remercie Yolène et puis toute l'organisation de m'avoir invité. Donc, je ne vais pas vous parler strictement d'intelligence animale, mais plutôt de ce qu'il y a dessous, de ce que ça sous-entend en travail de préparation et puis en changement de conception du monde et ce qu'il faudrait faire aussi pour prolonger cette idée d'intelligence. Alors j'ai mis, vous voyez, les dessous des intelligences animales. Hein. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il faut se sortir de cette idée de l'animal qui empêche de voir la diversité. Alors, il est vrai que de nos jours, on parle beaucoup d'intelligence animale. Il y a énormément de travaux. Une bonne partie de ces travaux apporte vraiment du nouveau. Une autre partie, en fait, finalement, confirme ce qu'on savait depuis très longtemps quand on lit les textes historiques, mais pour lesquels on ne voulait absolument pas parler d'intelligence. Et il y a eu donc un long refus sur cette idée d'intelligence animale, vraiment quelque chose un mur d'opposition qui commence avec la philosophie grecque des 4e, 5e siècles, enfin des 5e, 4e siècles avant Jésus-Christ, qui est théorisé à cette époque-là, mais sans doute ça remonte à plus tôt, avec des gens comme Platon, Aristote, etc., où l'on va se mettre à théoriser l'idée de l'animal, de l'animalité. Et cette idée va être reprise par une version du christianisme. J'ai mis Thomas d'Aquin, qui justement vulgarise, ou plutôt christianise Aristote au Moyen-Âge. Et cette version du christianisme va reprendre cette vision de l'animal comme quelque chose d'indistinct, et rassemblant toutes les espèces, opposées à l'homme, parce qu'en fait, la réflexion sur l'animal permet en fait de mettre de côté l'homme, et la plupart du temps, de valoriser l'homme au détriment de l'animal. Et ça va être repris ensuite donc, par cette version majoritaire du christianisme, et puis ensuite par la version majoritaire de la philosophie occidentale. Je vous ai mis Descartes, évidemment, qui illustre le mieux ça avec sa théorie de l'animal-machine. Et c'est une grande continuité jusqu'à nos jours qui va aussi influencer la science occidentale. Et avec notamment donc ce refus de parler d'intelligence. L'intelligence est réservée à l'homme, hein, c'est ce qui a été dit. Ne parlons pas d'intelligence mais de cognition. On se demande bien pourquoi. On est encore dans cet anthropocentrisme. Et donc, il y a un refus total de parler d'intelligence. Et à l'époque, on parle d'instinct. Et finalement, il y a beaucoup de choses dont on parle maintenant en disant c'est de l'intelligence, que l'on remarquait à l'époque, mais en disant ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'instinct. Et l'instinct pouvait finalement tout expliquer, tout en permettant de mettre l'animal en dessous. Il n'a pas, l'instinct c'est donné par Dieu, il ne réfléchit pas, l'animal ne réfléchit pas, il fait ça d'une manière automatique. Il y a toujours cette idée-là qui court et qui va être reprise d'ailleurs au XXe siècle par ce qu'on appelle le behaviorisme ou l'éthologie classique. Hein, l'idée chez Karl Lorenz de pulsion biologique, eh bien on est tout à fait dans la continuité de cet instinct. Alors il y a eu quelques des oppositions, il y en a eu, mais elles ont toujours été marginalisées. Hein, toujours marginalisées. Côté chrétien, il suffit de penser à saint François d'Assise, hein, alors qui a été toléré, mais qu'on a toujours mis dans un petit coin en disant oh, c'est un saint, hein, c'est pas pour l'homme commun. Il est tout à fait à part. Et puis, il y a eu des oppositions de gens un peu moins connus. Je vous en ai mis deux. Alors, la première, c'est le curé Jean Méliès. Ce curé donc, qui a exercé toute sa vie à Étrépigny en Ardennes. Hein. Je vous ai mis l'église et le presbytère. On le connaît bien parce qu'il a écrit son journal qui a été publié bien après, fin XVIIIe siècle, sous le terme de testament du curé Méliès. Et bon, il ne croyait pas en Dieu, hein, mais bon, ça c'est un détail. Mais surtout, il était très instruit et il connaissait notamment très bien la controverse sur l'animal-machine. Il n'était pas du tout favorable à cela. Et un jour, il le dit dans son journal, il a l'idée de parler
de cette théorie de l'animal-machine à ces paysans. Donc un dimanche, au moment du sermon, il leur expose la théorie de l'animal-machine et il nous raconte comment ces paysans étaient tous morts de rire, parce que pour eux qui avaient des animaux, il était évident que chaque animal avait son caractère, il était évident que leurs animaux étaient plus ou moins intelligents. Et donc, cette théorie de l'animal-machine, c'était vraiment une histoire d'intellectuels. Ça ne veut pas dire que ces gens-là en tiraient les conséquences que nous pourrions en tirer maintenant. L'idée, on voit bien qu'actuellement, l'idée d'intelligence animale, ça sous-entend ou ça voudrait entraîner de notre part une autre manière de se comporter. À l'époque, les paysans peuvent tout à fait reconnaître qu'il y a des caractères différents, des intelligences chez leurs animaux. Ça n'est pas pour ça qu'ils n'emploieront pas, par exemple, la violence, comme ils l'emploient aussi autour d'eux, parce que la violence était quelque chose de tout à fait répandu. Et puis le deuxième exemple, c'est Charles Leroy, qui est plus célèbre, qui a écrit donc ce traité sur l'intelligence des animaux, extrêmement fin. On en fait l'un des précurseurs de l'éthologie moderne, un très très bon observateur, mais un livre qui n'a jamais eu l'écho qu'il aurait dû avoir. C'est extrêmement moderne, extrêmement révélateur. Lui aussi, il n'en tirait pas les mêmes conséquences que nous, puisqu'il était chasseur. Donc il tirait volontiers sur les animaux intelligents. Et il parle notamment des ruses des loups, qui savent éviter les pièges au bout d'un moment, qui les détectent et qui les comprennent et qui savent les éviter. Donc ce sont des choses extrêmement intéressantes. Donc l'idée, ces attitudes animales, on les connaissait, on les voyait, pas toutes. Maintenant on en découvre en plus, mais on n'en parlait pas de la même manière. Alors on s'est mis à parler d'intelligence, d'émotion, etc. avec Darwin, et il y a eu toute une école, la première école, on pourrait dire, d'éthologie, c'est-à-dire de sciences du comportement, après Darwin, dans le dernier tiers du 19e siècle. Avec là aussi des découvertes tout à fait étonnantes que finalement on redécouvre maintenant. J'ai un collègue spécialiste des oiseaux. Une fois, je voulais qu'il me donne des travaux sur l'émotion des oiseaux. Il m'a dit, relis Darwin. Et en fait, bien souvent, on en est là, on redécouvre Darwin. Alors pourquoi on redécouvre Darwin? Tout simplement parce qu'il y a eu une très forte réaction philosophique et scientifique au XXe siècle, notamment incarnée par le behaviorisme, lancé par l'américain Watson et puis repris par d'autres, et qui était une réaction à l'époque justement à l'idée de conscience animale, d'intelligence animale, et on reprochait à Darwin d'avoir fait beaucoup trop d'anthropomorphisme. Et en réaction, alors c'est vrai qu'il en avait fait un peu, mais à côté de ça, il avait fait beaucoup de découvertes intéressantes. Et en réaction, on va développer une éthologie qui revient finalement à l'animal-machine de Descartes. Simplement, c'est pas un animal mécanique, c'est un animal biologique. C'est une machine biologique. Et l'éthologie classique, qui va beaucoup s'opposer au behaviorisme au XXe siècle, n'est pas loin de la même chose avec cette idée de pulsion biologique. On est aussi dans une idée d'animal mécanique qui fait toujours la même chose et qui ne change pas. D'ailleurs, l'éthologie classique de Lorenz pense que le comportement définit l'espèce. Et donc, si le comportement définit l'espèce, eh bien, le comportement est toujours le même. Si on a un comportement qui varie, on ne sait plus comment définir l'espèce. Donc, on postule que le comportement est identique et a fortiori identique d'un individu à l'autre. Et donc, ça fait passer à côté de tout ce qui est invention, adaptation, etc., que l'on découvre maintenant. Alors, cette réaction à Darwin, c'est pour ça que je vous ai mis cette bande dessinée, cet extrait de Tintin en Amérique. Cette réaction à Darwin, elle n'est pas du tout innocente. L'éthologie a très souvent des finalités politiques, et je vous en reparlerai après. Comme par hasard, mais ça n'en est pas un, cette réaction behavioriste, elle se développe dans les années 1920-1930, et c'est le moment où, en Occident, on va avoir tout un mouvement en faveur de la maîtrise de la nature. Maîtrise très forte de la nature qui va des grands barrages aux États-Unis jusqu'en URSS, où on détourne des mers, on capte des fleuves, etc., etc. On assèche des lacs.
on développe l'énergie nucléaire et on développe évidemment l'élevage et l'abattage industriel. Et je vous ai mis donc cette planche, enfin ces cases à propos de l'abattoir de Chicago, donc dessiné par Hergé, et avec cette espèce de disparition de l'animal au profit de la viande. Hein. Et c'est tout à fait la tendance de l'époque. Et donc il faut évidemment, pour pouvoir faire cela, il faut dire que l'animal n'est qu'une machine et qu'il n'y a pas d'intelligence et qu'il n'y a pas d'émotion et qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Finalement, les scientifiques, les éthologues ont servi à cautionner une attitude technique beaucoup plus générale dans la société occidentale. Donc il y a eu un très long refus, et si maintenant on se met à parler d'intelligence, ce n'est pas grâce à la lignée des philosophes qui, jusqu'à peu, ne voulaient pas en entendre parler, ni à la lignée des théologiens, ni à la lignée des scientifiques. C'est en fait un travail marginal de société qui a été très longtemps dénigré. Alors, premier exemple, parce que l'intelligence va avec, c'est la découverte des individus. Alors, cette découverte des individus, les éthologues actuels la font, mais ce ne sont pas les premiers à en parler. On voit apparaître cette idée à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, puis tout de suite après en France, dans les années donc 1780-1790, avec l'apparition de biographies animales, écrites par des littéraires. Je vous ai mis là la couverture d'une des premières, hein, les aventures d'un âne. Alors cet âne, il n'est pas encore très individualisé, mais il permet quand même de parler des ânes. Il représente, cet âne, en fait, il représente l'espèce âne, mais il permet de représenter les ânes, il permet de se soucier de cette espèce-là, de sortir justement du carcan, l'animal, et dans l'animal, on confond et on mélange toutes les espèces. Et ces biographies, au départ, donc, ce sont des animaux peu individualisés, et puis petit à petit, ce seront des animaux beaucoup plus individualisés. Et c'est un courant littéraire qui court jusqu'à nos jours, avec deux grandes périodes, les années 1850-1880, hein, où on a notamment trois grands succès littéraires, les Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. Alors évidemment avec Cadichon, alors Cadichon est très anthropomorphisé, il dit je, enfin il écrit je puisqu'il raconte ses mémoires. Il n'empêche que ça va jouer beaucoup pour penser d'une manière marginale, mais quand même le penser, à l'individualité. À la même époque en Angleterre, vous avez Black Beauty d'Anna Sewell, qui est un énorme succès aussi sur les aventures d'un cheval. Et en Italie, vous avez Ida Pancini qui publie les Mémoires d'un poussin. Et les Mémoires d'un poussin, qui racontent donc la vie, si on peut dire, d'un poussin. Tous les Italiens ont appris à lire et à écrire dans les Mémoires d'un poussin jusqu'aux années 1940. C'est un énorme succès. Et la deuxième période de grand développement de ce genre littéraire, c'est depuis les années 1980. Et depuis, c'est un véritable raz-de-marée. Quand on regarde les productions, dans tout le monde occidental, hein, quand on regarde les productions, les livres qui racontent la vie de son chien, son chat, etc., c'est absolument énorme. Et l'intéressant, c'est que ça a permis à toute une société, finalement, par les marges, puisque les voies officielles étaient fermées, hein, aussi bien théologiques que philosophiques, tout ça était fermé, mais par les marges, on s'est mis à penser aux individus, à l'individualité, au fait qu'il pouvait y avoir dans une même espèce des animaux différents les uns des autres, ce qu'en fait un propriétaire de chien, de chat voit très vite, hein, mais qui au niveau officiel, disons, de la pensée occidentale était totalement interdit. Et alors, comme par hasard, et ça n'est pas un là non plus, eh bien, après tout ce travail littéraire, on voit les scientifiques, à partir des années 1960, se mettent à penser les individus. L'une des premières, c'est Jane Goodall. C'est pour ça que je vous ai mis la couverture de sa thèse. Ce n'est pas son premier livre, je vous en parlerai après. Ça, c'est sa thèse qui date des années 80. Jane Goodall, lorsqu'elle arrive dans les années 60 pour étudier les chimpanzés, d'abord, ça n'est pas une éthologue,
c'est une anthropologue, c'est très important, elle n'a pas les mêmes fermetures scientifiques, et elle vient pour étudier la sociabilité des chimpanzés. Et elle se rend très vite compte qu'elle ne peut rien comprendre à la sociabilité des chimpanzés si elle ne reconnaît pas les individus les uns par rapport aux autres. Donc elle va avoir tout un travail sur l'individu, et c'est ce qui va lui permettre ensuite de faire des observations et de faire des découvertes, et notamment le fait que des chimpanzés emploient des outils, par exemple pour pêcher les termites, les fourmis, etc. etc. Et donc la découverte de l'individu est une étape tout à fait fondamentale pour arriver à la notion d'intelligence. Autre travail, qui, là aussi, qui a longtemps été dénigré, comme pour les biographies, on a pu parler d'anthropomorphisme, et c'est vrai que c'est de l'anthropomorphisme. La comtesse de Ségur et les mémoires d'un âne, c'est très anthropomorphique. Mais ça permet non pas la connaissance des animaux, mais la reconnaissance des espèces et des individus. C'est la même chose au XXe siècle avec un autre type de production, alors non pas littéraire, mais populaire, ce sont les dessins animés, les bandes dessinées, où on a un très fort anthropomorphisme, je vous ai mis donc Pif et Hercule, très fort anthropomorphisme, on dote ces animaux de capacités humaines. Il n'empêche que là aussi, alors évidemment c'est faux, mais il n'empêche que ça va faire travailler la société sur cette idée que les animaux pourraient peut-être avoir autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé chez des éthologues, notamment je pense là à un éthologue américain spécialiste des chiens, qui raconte dans son introduction comment il a été très influencé par toute cette production. C'est l'un des rares à l'avouer, et à se faire un travail finalement de réflexion. Notamment, il avait été très influencé par Lassie, Chien fidèle, et puis par toute la bande dessinée sur les chiens. Et il s'était dit, mais est-ce que les chiens n'ont pas finalement beaucoup plus de capacité que ce qu'on nous dit ? Et donc, il a consacré sa vie d'éthologue à travailler sur les chiens, alors non pas pour retrouver l'anthropomorphisme des bandes dessinées, mais bien pour montrer qu'effectivement, il y a des capacités, il y a une intelligence canine que l'on avait complètement mis de côté. Et donc, sans ce travail littéraire, sans ce travail de culturel, eh bien, sans doute, cet ethnologue n'aurait jamais pensé à faire cela. Parce que ces éthologues, finalement, ne tombent pas, ils ne vivent pas dans une sphère tout à côté, sur une autre planète. Ils sont les enfants de leur société, ils sont les enfants d'une génération, de plusieurs générations. Donc, ils sont dépendants de la manière dont une société pense le sujet. Troisième exemple, ce sont les points de vue. Là aussi, l'idée d'intelligence oblige au bout d'un moment à développer l'idée de point de vue. Et maintenant, l'idée de point de vue est tout à fait acceptée par les éthologues. Les deux grandes synthèses sur l'éthologie des chiens parues au milieu des années 2010, vers 2014-2015, chacune de ces synthèses, en anglais, des collectifs, ont un chapitre sur le point de vue. C'est devenu... et quand on y pense maintenant, on se dit qu'évidemment, une espèce ou un individu ne peut pas vivre, s'adapter, survivre s'il n'a pas un point de vue et s'il n'a pas aussi un point de vue sur les autres. Un prédateur par rapport à sa proie ou la proie par rapport au prédateur, on est obligé, il faut connaître, il faut se demander ce que va faire l'autre, donc prendre son point de vue et avoir soi-même un point de vue pour pouvoir survivre ou réussir à prendre sa proie. Alors cette notion de point de vue, eh bien on la voit apparaître là aussi, non pas dans les sciences, la philosophie, etc., où c'était totalement refusé, mais dans l'art. Et on voit apparaître à la fin des années 1880, 1890, chez des peintres allemands, on nous représente, notamment deux peintres allemands, qui nous représentent des animaux dans des zoos en inversant le point de vue, c'est-à-dire qu'ils se mettent au fond de la cage, et ils mettent au premier rang l'animal dans sa cage, puis les barreaux, puis le public, puis le jardin zoologique. Autrement dit, le spectateur, il est animal avec les autres animaux enfermés. Et évidemment, ça permet de réfléchir. Et là, il y a toute une réflexion, effectivement, sur cette notion de point de vue. Et alors, c'est encore plus intéressant avec quelqu'un dont je vous ai mis l'un des tableaux les plus célèbres, qui est Franz Marc,
Franz Marc est un peintre allemand du début du XXe siècle, qui est mort à Verdun en 1916, qu'on connaît très bien parce qu'il a beaucoup écrit, il a beaucoup réfléchi sur sa production, et notamment à propos de ça, on sait ce qu'il a voulu faire. Alors, Franz Marc aimait beaucoup les animaux, a beaucoup peint d'animaux dans la nature. Et au bout d'un moment, il s'est dit, mais je ne peux pas représenter la nature telle que moi je la vois, il faut que je la représente telle que l'animal la voit. Et donc il s'est demandé comment l'animal pouvait-il voir la nature, et il a fait comme ça toute une série de tableaux, dont le plus célèbre qui s'appelle « Voilà comment mon chien voit le monde ». Et vous voyez qu'il représente le monde d'une manière tout à fait différente de celle qu'un homme peut voir, très géométrisé. Alors vous allez me dire comment il a fait. En fait, il n'avait pas les moyens de trouver. Il l'a fait par une espèce de réflexion philosophique. Il y a toutes les chances qu'un chien ne voit pas le monde comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la démarche. Et il va aller encore plus loin. Au bout d'un moment, il va se dire, mais je ne peux pas représenter mon animal tel que moi je le vois. Il faut que je le représente tel que lui se voit. Et il va penser que l'animal se voit comme il voit le paysage, c'est-à-dire d'une manière très géométrisée. Dans les derniers tableaux, chevreuil en forêt, par exemple, le chevreuil a disparu. Ou du moins, nous, on ne le voit plus. Le chevreuil est représenté tel qu'il se voit, ou tel qu'il voit la nature, c'est-à-dire d'une manière très géométrisée, etc. Alors on pourrait dire fantaisie d'artiste, invention, etc., etc. Ben non, c'est plus... Alors, en partie, évidemment. C'est ce que je vous disais, il y a toutes les chances que le chevreuil et le chien ne voient pas le monde comme cela. Mais ce qui est intéressant, c'est la démarche. Et comme par hasard, et là aussi, en voilà un qui n'en était pas, vous avez 20 ans plus tard, en Allemagne, Jakob von Uexküll, célèbre biologiste allemand, qui publie en 1934 donc un ouvrage qui s'appelle « Mondes animaux et mondes humains », où justement il développe cette idée que chaque espèce, à son point de vue, voit le monde à sa manière. Et c'est très différent aussi, il développe l'idée que c'est très différent d'une espèce à l'autre. Et c'est très intéressant parce qu'on sort évidemment de l'uniformité de l'animalité et qu'on commence à penser la diversité. Alors si vous regardez, je vous ai mis la page la plus célèbre où il a représenté 4 dessins où l'on a donc en haut, vous avez donc la rue représente, enfin une rue de village donc vue par un homme. Celle-ci est moins intéressante, c'est la vue du même village, la même rue vue à travers une grille, mais plus intéressante, c'est ça, vue du village, de la même rue, par l'œil d'une mouche. Et vous voyez l'aspect géométrisation. Il y a toutes les chances qu'une mouche, d'ailleurs, ne voit pas le monde comme ça. Jakob von Uexküll n'avait aucun moyen de le savoir. Et vue de la même rue par l'œil d'un mollusque. Si vous regardez, on n'est pas loin de Franz Marc. Et alors, vue d'un mollusque, il ne nous précise même pas quel mollusque. Donc là, on est en fait, non pas dans l'invention, c'est une réflexion. Mais on voit bien qu'en fait, le scientifique marche dans les pas du scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point finalement, alors est-ce que von Uexküll était au courant de toutes ces démarches, etc. Je n'en sais rien, mais on voit bien que là aussi, le travail scientifique a été préparé par un travail marginal, longtemps refusé, ou finalement qu'on laissait faire parce qu'on le considérait marginal. Les foudres de la faculté de théologie et de philosophie et de la faculté des sciences ne se sont pas abattues sur Franz Marc parce que, c'était un pauvre et brave artiste qui divaguait dans son coin, donc on le laissait faire. Si un scientifique ou un philosophe à la même époque avait fait ça, sa carrière était évidemment brisée. Et alors c'est comme cela donc que l'on est arrivé depuis une vingtaine d'années à cette idée d'intelligence. La grande étape chez les éthologues, c'est évidemment les années 70 avec Griffin et l'invention de l'éthologie cognitive, où pour la première fois, qu'est-ce que propose Griffin? C'est qu'on s'intéresse enfin à ce que les éthologues appelaient la boîte noire,
le cerveau, l'intelligence, qui avait été totalement mis de côté par les behavioristes, par l'éthologie classique, puisqu'on ne voulait pas parler de conscience, on ne voulait pas parler d'intelligence, parce qu'on pensait qu'on allait tomber dans l'anthropomorphisme. Et Griffin, donc, au contraire, dit qu'il faut s'intéresser à cela. Et l'éthologie cognitive est devenue l'éthologie majeure depuis, et c'est elle qui amasse les découvertes. Alors, cette éthologie, elle n'est pas identique pour toutes les espèces. Finalement, on se rend compte, quand on prend du recul, qu'il y a énormément d'espèces pour lesquelles on ne sait à peu près rien. Et on ne sait à peu près rien. Pourquoi ? Parce que pendant des centaines d'années ou des milliers d'années, on les a observées. À la rigueur, on a noté ce qu'elles pouvaient faire, mais on a toujours analysé ça par le concept de l'instinct. Et donc, ça a permis soit de dévaloriser ce qu'elles faisaient, soit de ne pas vouloir aller trop loin dans leur observation. Et je travaillais pour le dernier livre sur les biographies sur la girafe, par exemple. L'éthologie de la girafe est assez balbutiante. Je fais un livre sur les chats. L'éthologie des chats, il y aurait beaucoup de choses encore à faire. Et les deux éthologies les plus en pointe, je vous les ai mises là. Ce sont évidemment les grands singes, notamment les chimpanzés, qui est tout à fait remarquable. Et puis l'autre, c'est l'éthologie des chiens. Et on voit bien qu'évidemment, le fait que ce soit les chiens, les grands singes qui soient les éthologies les plus avancées n'est pas quelque chose d'innocent. Ce sont les espèces avec lesquelles nous nous sentons les plus proches. Soit biologiquement, les chimpanzés, soit culturellement, dans la vie quotidienne, avec les chiens. Et évidemment, ces éthologies nous apportent des choses tout à fait remarquables. Et alors, ça permet justement d'enfin sortir de ce débat totalement vain qui est le débat entre l'homme et l'animal, entre l'intelligence et l'instinct, entre l'humanité et l'animalité. Pourquoi c'est vain ? Tout simplement parce qu'on oppose d'un côté une véritable espèce biologique, l'homme, et puis de l'autre côté un vague concept, l'animal. L'animal, ce n'est pas une espèce biologique, ça ne court pas les rues. Dans les rues, vous avez des chiens, des chats, des rats, mais il y a autant de différences entre un chien et un chat qu'entre un chat et un homme. Et donc, penser l'animal et l'animalité, c'est le meilleur moyen de ne pas penser les animaux. En fait, ça ne sert qu'à une chose, ça sert à valoriser l'homme. Parce qu'à chaque fois, comme par hasard, quand on compare l'homme et l'animal, l'animal n'a pas des choses que l'homme a. Et donc, c'est une vision totalement vaine qui ne sert en fait qu'à justifier une exploitation du monde animal sur lequel nous vivons depuis des milliers d'années, mais qui ne sert pas du tout à connaître les animaux, et qui ne sert même pas à les reconnaître. On pourrait dire la BD ou la bande dessinée ou Franz Marc, ce sont des gens qui ne permettent pas de connaître les animaux, font de l'anthropomorphisme, oui, mais au moins ils postulent une reconnaissance. Ce qui n'est même pas le cas dans le débat où l'on emploie l'animalité ou l'animal. Il suffit de lire les manuels de philosophie de terminale et de regarder le chapitre sur l'animalité, c'est à mourir de rire. Les philosophes sont vraiment à mille lieues-lumière de la science actuelle et nous resservent et resservent et resservent tout ce qu'on nous a resservi depuis l'Antiquité grecque. Alors, et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça corsette même les éthologues actuels. Si vous prenez par exemple le livre L'esprit des chimpanzés, c'est un livre très intéressant. C'est une synthèse mondiale, je crois que c'est la dernière. On y trouve des Occidentaux et des Japonais. Et c'est très intéressant de voir que chez tous les Occidentaux, même les plus favorables, même quelqu'un comme France Devoile, eh bien, il y a toujours dans leur article la question sous-jacente: qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et le chimpanzé? C'est tout juste s'ils ne sont pas en train de dire l'homme et l'animal. Ils se posent sans arrêt la question. Et en fait, ils nous ramènent toujours à cette réflexion qui est devenue presque une marque occidentale. Cette idée de différencier sans arrêt l'homme et l'animal. Quand on lit les articles des Japonais, la question n'est jamais là.
Pour eux, c'est une non-question. Il est évident qu'il y a un homme, il y a un chimpanzé, il y a ci, il y a ça, mais il n'y a pas cette idée de qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. On est vraiment enquisté dedans et je vous en reparlerai, après. Alors il y a un point aussi qui est important en parallèle avec la découverte de l'intelligence, c'est non pas la découverte, là non plus, mais la reconnaissance, ou du moins la preuve de la souffrance. Là aussi, c'est un débat qui a duré très très longtemps. Est-ce que les animaux connaissent la douleur, voire est-ce qu'ils souffrent, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des émotions liées à la douleur? Dès l'Antiquité, on a des philosophes qui disent oui, et puis d'autres, la majorité, qui disent non. Et jusqu'à peu, on n'avait pas de preuves. C'était un débat entre oui, il souffre et oui, il ne souffre pas. Et la meilleure preuve, c'était justement, je vous ai mis le cas de la corrida, Ernest Hemingway, avec ce livre, donc Mort dans l'après-midi, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas la mort du torero, hein, et contrairement au dessin d'ailleurs du livre de poche, là manifestement le dessinateur n'avait pas lu le livre, c'est la mort du taureau. Hein, c'est un manuel d'aficionado, de tauromachie, pour bien tuer le taureau. Et vous avez quand même une phrase absolument, j'allais dire extravagante. Maintenant, on peut dire qu'elle est extravagante. Hemingway soutient qu'un taureau estoqué a moins mal qu'un homme qui se fait une entorse. Et pourquoi? Et on pouvait tout à fait le soutenir parce qu'on était dans cette idée que l'homme a une matière, un corps extrêmement raffiné, le plus raffiné possible, très léger, et donc la douleur se propage à travers son corps. Alors que les animaux, et plus on descend vers les animaux les plus bas, entre guillemets, eh bien ils ont une matière de plus en plus épaisse. Hein, on parle de brute épaisse, justement. Hein. L'idée de brute épaisse, c'est que ça ne circule pas bien, c'est qu'il ne ressent pas grand-chose. Eh bien un taureau, c'est la bonne brute épaisse, il ne ressent pas grand-chose. Hein. Et il a fallu attendre les années 90 pour qu'on puisse se mettre à mesurer et donc à prouver l'existence de la douleur. Tout simplement parce qu'un animal qui a une douleur, il va sécréter des substances et on va pouvoir mesurer les taux de ces substances et donc prouver qu'il y a bien douleur. Alors c'est très drôle parce que les aficionados, justement dans les années 90, ont subventionné en Espagne toute une série de recherches scientifiques sur la douleur du taureau, pensant bien qu'on allait leur prouver que le taureau ne souffre pas. Manque de chance, les travaux ont conclu exactement le contraire. Hein, les aficionados n'auraient sans doute pas financé ça s'ils s'y attendaient. Ça montre à quel point c'était enquisté chez eux. Les travaux ont montré le contraire, et même il y a un des travaux qui conclut en disant le taureau n'est pas fait pour la corrida. Ce qui est quand même parce qu'il n'est pas adapté, il n'a pas la physiologie, il souffre énormément. Hein, et ça, on pouvait s'en douter, mais maintenant, on peut le prouver. Il n'y a plus de débat là-dessus. Comme le débat sur l'intelligence est petit à petit, même si on veut l'appeler cognition, mais là, vraiment, on fait de l'anthropocentrisme, ce débat est en train de disparaître. Alors c'est très important parce que ça veut dire que cette question de la douleur, de la souffrance, renforce le débat sur l'intelligence, parce que ça veut dire que nous avons là des êtres sensibles, des êtres vivants, des êtres qui ne sont pas des machines, hein, qui ne sont pas des brutes épaisses instinctives, et donc les deux aspects se renforcent l'une et l'autre, et là aussi, comme par hasard, les deux aspects sont développés à peu près en même temps. On parle beaucoup d'intelligence animale depuis une vingtaine d'années, ben c'est la même chose pour la douleur. Alors ça veut dire, donc, première étape, je vous ai dit pourquoi pendant longtemps on n'avait pas voulu parler d'intelligence. Il y avait ce mur philosophique, théologique et puis scientifique. Deuxième étape, cette espèce de préparation sociétale, sociale, qui a fait que ça a permis aux éthologues de penser autrement le monde animal. Et s'il n'y avait pas eu cette préparation sociale, je suis certain qu'il n'y aurait pas eu cette
le discours récent sur l'intelligence des éthologues. Troisième étape, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Et ça sous-entend des choses que souvent les éthologues ne pensent pas, ou du moins ne mettent pas noir sur blanc. Ils peuvent le penser, mais pas le théoriser, ne pas le... C'est très intéressant quand on lit France de Waal, par exemple, au long de ses livres, on voit bien qu'il sent que les choses telles qu'elles ont été imposées par la théologie, par la philosophie occidentale, par la science occidentale, ces choses ne vont pas. Alors on voit qu'il essaye de pousser les cloisons, mais bien souvent, alors je ne sais pas s'il le fait dans son dernier livre, je ne l'ai pas lu encore, mais bien souvent, il n'arrive pas à sortir du moule. Et en fait, eh bien, ce moule, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, essayer de sortir du moule. Alors d'abord, première chose, ça c'est un point très important, pour se mettre à penser l'intelligence, mais pour se mettre à se penser les individus, les espèces, il faut déjà désanthropiser les concepts. Sinon, on tourne en rond, et on va renforcer cette idée d'animal, d'animalité, etc. Alors je vous ai mis cette affiche, j'aime bien la deuxième, celle du chien, hein, qui était l'affiche d'un colloque à Strasbourg il y a un peu plus d'un an, hein, que j'ai trouvé rigolote et tout à fait significatif. Et j'ai vu qu'il y en avait une sur Internet qui courait où c'était un rat qui était marqué comme ça, hein, qui était dessiné comme ça. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce qu'il faut sortir d'une vision du monde où l'on avait placé l'homme comme la mesure du monde. C'est le dessin célèbre de Léonard de Vinci. L'homme est la mesure de tout, l'homme est la mesure du monde, c'est l'humanisme, l'homme au centre du monde. Et cette manière de faire nous emmène en fait dans des impasses. Elle est tout à fait en harmonie avec la vision occidentale, on va dire ancienne, philosophique, scientifique, théologique, mais en réalité, elle nous amène dans des impasses. Et ce qu'il faut faire, c'est désanthropiser les concepts, c'est-à-dire abandonner des définitions humaines des concepts. Et c'est le cas pour l'intelligence. Quand on vous dit qu'il ne faut pas parler d'intelligence, il faut dire cognition, oui, vous pouvez être certain, demander à l'éthologue qui vous dit ça, demandez-lui sa définition de l'intelligence, il va avoir une définition humaine de l'intelligence. Alors évidemment, s'il a une définition humaine de l'intelligence, la définition humaine de l'intelligence ne peut pas s'appliquer aux chiens. On est bien d'accord. Hein, c'est comme si je disais, pour être intelligent dans cette salle, il faut être chauve, être un homme, historien et s'occuper des animaux. Il ne reste plus grand monde. Hein. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, et sur plein de choses, sans même s'en apercevoir, d'une manière totalement naïve. Enfin, bon, espérons que c'était naïf. Mais c'est tout à fait ça, cette anthropisation des concepts. Alors pourquoi on a fait ça? Je vous l'expliquerai après. Ce n'est pas un hasard là non plus. Mais donc il faut sortir de cette anthropisation des concepts et aller vers des concepts adaptés aux animaux, et plus qu'aux animaux, parce que là on reste encore dans la généralité, adaptés aux espèces que l'on va étudier. Les concepts, en fait, il faut les adapter aux chiens, aux chats, aux chevaux, etc., etc. C'est ce qu'on est en train d'ailleurs de découvrir. Souvent les éthologues le font dans leur coin, hein, avec l'espèce qu'ils étudient, mais il faut le penser au sens large. Autrement dit, il faut changer les définitions, il faut monter, c'est ce que Norbert Elias dit, il faut monter les concepts en abstraction, hein, en généralité, pour pouvoir ensuite, pour se dégager de la définition humaine, monter plus haut, et pour pouvoir ensuite spécifier, décliner cette définition espèce après espèce. C'est ce que nous avons fait pour beaucoup d'aspects physiques, notamment par exemple pour la respiration. Alors là, je n'hésite jamais à parler de ce colloque de 2011 qui était sur l'animalité, colloque de philosophes, hein, sur l'animalité. Et on a vu un gentil philosophe arriver en nous disant je vais vous montrer quelle est la différence entre les animaux et les plantes, en s'appuyant sur un philosophe, paraît-il, célèbre du 19e siècle, mais que je ne connaissais malheureusement pas. Et il nous a dit la grande différence, c'est que les animaux respirent, et pas les plantes. Et évidemment, à la fin de l'intervention, il y avait un biologiste dans la salle qui a levé la main en disant « mais les plantes respirent ». Mais oui, mais
les deux avaient raison. Tout simplement, on n'a pas la même définition de la respiration. Si vous prenez la définition de la respiration au niveau des animaux, il est évident que les plantes ne respirent pas. Si vous montez la définition de la respiration en abstraction, c'est-à-dire si vous la mettez sur un niveau chimique, d'échange chimique, à ce moment-là, les plantes respirent. Et c'est exactement ce qu'il faudrait faire pour des concepts comme les émotions, l'intelligence, etc., etc. Et là, on est beaucoup plus réticent. Et pourquoi on est réticent? Tout simplement parce que ces concepts, ils servent à nous prévaloir, nous, hommes. Ils ont été développés depuis la philosophie grecque pour montrer que nous étions autre chose que l'animal et que l'animalité. Donc on a beaucoup de mal à faire cela. Alors qu'en fait, c'est exactement le même chemin qu'il faut prendre pour l'intelligence. Il faut monter en abstraction et après voir comment chaque espèce, chaque groupe d'espèces décline à adapter ce concept. Si on ne le fait pas, on tombe dans des impasses parce qu'on n'arrive pas à sortir du modèle humain. Alors, je vous ai mis comme premier exemple ce livre. Alors, son auteur, c'est Jean-Claude. Hein, oui, Jean-Claude Fillou est mort cet été, hein, donc c'est pas pour l'accabler. Mais il avait écrit Ce que sais-je, qui date du milieu des années 50, qui était à l'époque tout à fait dans la norme de ce qui était recevable, acceptable. Hein. Scientifiquement, c'était parfait. Hein. Et donc, il se penche sur... C'est un philosophe, hein, encore. Il se penche sur la psychologie des animaux. Et c'est très intéressant de voir avec le recul à quel point c'est une démarche qui scientifiquement pouvait paraître tout à fait impeccable, etc. Et à quel point elle est naïve. Première partie de son que sais-je, pour voir s'il y a une psychologie des animaux, définissons les concepts. Et on le voit définir les concepts. Et qu'est-ce qu'on le voit faire? On le voit définir les concepts à l'humaine. Hein? Pour chaque concept, il donne une définition qui est celle de l'homme, sans même s'en apercevoir. Et on verra pourquoi il ne s'en aperçoit même pas. Il ne s'en aperçoit pas. Et deuxième partie, est-ce que ces concepts marchent pour les espèces, pour l'animalité, pour les animaux? Et évidemment, c'est non. Mais il n'y avait pas besoin d'écrire un que sais-je pour faire ça. Hein. À partir du moment où vous définissez les concepts tels que l'homme, vous définissez les facultés, par exemple, psychologiques, l'intelligence, etc., selon l'humain, il est évident que le chien ne l'a pas. Mais ça montre à quel point nous sommes, nous, occidentaux, enquistés dans ce modèle de la différence entre l'homme et l'animal et de l'idée que l'homme, finalement, est la référence du monde et que c'est par rapport à l'homme que l'on définit les animaux et comme par hasard, on les définit toujours par la privation. L'animal n'a pas ça. Voilà comment on définit les animaux. Il n'a pas le langage, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas les émotions, il n'a pas la douleur, il n'a pas ça, il ne lui reste pas grand-chose. Et donc on peut en faire une machine instinctive ou une machine mécanique à la Descartes. Hein. S'il crie parce qu'on le tape, c'est pas parce qu'il a mal, c'est parce que la machine est mal huilée, il y a des ressorts mal huilés. Les cartésiens peuvent vous sortir ça tout à fait sérieusement, ça fait rire les paysans du curé Jean Méliès, mais au niveau intellectuel, c'est très bien reçu au niveau théologique, parce que ça permet évidemment de faire une très grande différence entre l'homme et le monde animal. Et donc, cette manière de faire, elle est vraiment enquistée, y compris, elle était longtemps enquistée chez les scientifiques. Et alors, je vous ai donné un exemple pour montrer à quel point elle est enquistée, c'est le cas du test du miroir. Alors, le test du miroir, on pourrait dire c'est presque un progrès scientifique, puisqu'on se pose la question de savoir s'il n'y a pas de conscience de soi chez les autres espèces. On a longtemps dit, voilà une autre différence entre l'homme et l'animal. L'homme a la conscience de soi, mais pas l'animal. Hein, vous trouvez ça, et alors ça a été répété à satiété par les philosophes du XXe siècle, qui eux aussi, en réalité, ont fait comme les éthologues du XXe siècle, c'est-à-dire qu'ils ont théorisé cette grande volonté occidentale des années 1920-1980, cette grande volonté de maîtrise de la nature. Et il suffit d'aller voir Heidegger, l'animal est pauvre en monde, etc. L'homme sait. Oui, l'animal sait, mais ne sait pas ce qu'il sait.
Hein, donc pas de réflexivité, pas de conscience de soi, il n'y a que l'homme qui est ça, etc. etc. Bon. Tout de même, on s'est dit, mais peut-être que c'est plus compliqué que ça, donc faisons le test du miroir. Et on a fait le test du miroir. Qu'est-ce que c'est? On met un individu d'une espèce donnée, on l'a fait pour les chiens, pour les éléphants, pour les singes, et on lui met une marque sur la tête, sur le front. Et si le chien ou le singe s'aperçoit qu'il a cette marque, s'il se met à vouloir l'enlever, c'est qu'il sait que c'est lui qui le regarde dans la glace. Hein, donc il aurait une conscience de soi. Alors en faisant ça, on s'est aperçu que ce test pouvait marcher pour quelques espèces, mais pas beaucoup d'espèces. Hein. Donc ça permet de dire, ah bah tiens, finalement la conscience de soi, c'est bien une particularité humaine. Dans le monde animal, c'est vraiment très peu répandu. Le problème, c'est qu'en fait, on a fait une expérience humaine. Qu'est-ce qu'on a fait? Le sens le plus répandu et le plus important pour les hommes, c'est la vue. Au moins de nos jours. Il est certain qu'autrefois, les documents historiques montrent qu'on avait certainement un odorat beaucoup plus développé, une nuit beaucoup plus développée, etc. Mais au moins, disons, pour le XXe siècle, c'est la vue. Comme par hasard, les éthologues font un test du miroir avec un miroir visuel. C'est-à-dire qu'ils font une expérience qui part des capacités humaines, au lieu de partir des capacités de l'animal, de l'espèce que l'on va étudier. Et en fait, pour la plupart des espèces, ce n'est pas un test du miroir visuel qu'il faudrait leur tendre. C'est par exemple un miroir olfactif. Parce que pour beaucoup d'espèces, ce n'est pas la vue qui est prioritaire, c'est l'odorat. Ce sont les odeurs. Et là, peut-être que ça changerait beaucoup de choses. Peut-être que le test du miroir, il marcherait. Pour d'autres espèces, ce ne serait pas le miroir olfactif, ça serait le miroir sonore. On sait qu'il y a des espèces d'oiseaux qui reconnaissent très bien les différents champs d'espèces, les différents champs individuels, etc. etc. Sans doute là, trouverait-on des réussites au test du miroir beaucoup plus importantes. Mais on n'y pense même pas. On n'y pense même pas parce qu'on est totalement, là aussi, enquisté dans cette idée que finalement, la vue est le sens premier, parce que pour l'homme, c'est le sens premier. Et donc, il faut sortir de tout ça. C'est ce qui est en train de se faire de la part des éthologues, petit à petit, parce que on est tellement pris dans cette vision qu'il est très difficile d'en sortir. Hein, je vous le disais tout à l'heure, même des gens très favorables comme France de Voile ont beaucoup de mal à en sortir parce qu'elle nous paraît naturelle. Hein, on a l'impression que c'est la vision normale du monde. Et alors, donc, qu'est-ce que ça sous-entend tout ça? Eh bien, ça veut dire qu'il faut, et qu'on est en train de changer de représentation du monde. Je vous ai mis donc à gauche, si je ne me trompe pas, la représentation du monde telle qu'elle a couru de l'Antiquité grecque, de gens comme Platon, Aristote, jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est la vision du monde des vivants sous la forme d'une pyramide. Sous la forme d'une pyramide, avec évidemment l'homme au sommet, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc on se place au sommet, et plus on descend, donc il y a des niveaux d'animalité, il y a des niveaux parmi les animaux, et plus on descend, et plus on pense que les facultés sont réduites. J'ai fait cette pyramide en fonction d'un dictionnaire d'histoire naturelle du XIXe siècle, un des plus célèbres dictionnaires de l'époque, mais j'aurais pu retrouver la même pyramide avec d'autres productions philosophiques, scientifiques de l'Antiquité grecque jusqu'à nos jours. Cette vision-là, elle a été forgée par les Grecs et ça n'est pas innocent. On fait de l'Antiquité grecque, de la cité grecque maintenant en Europe, on en fait celle qui a la part de toutes les vertus, celle qui a inventé la démocratie. Avec quand même le point très important, c'est que la démocratie grecque, même à Athènes à l'époque, nous n'en voudrions pas. Ce ne serait pas une démocratie pour nous. Et en fait, la société grecque de l'époque, les historiens maintenant, là aussi, se sortent de cette gloire appliquée à la Grèce antique,
Ils sont en train d'en sortir. La société grecque de l'époque, c'est une société très inégalitaire et très ethnocentrique. C'est une société qui théorise, par ses philosophes, mais en fait c'est sûrement plus ancien et partagé par beaucoup de monde, l'idée que, par exemple, il y a une grande différence entre les hommes et les femmes, entre les citoyens et les non-citoyens, entre les libres et les esclaves, entre les Grecs et les barbares, et dans la foulée, entre les hommes et les animaux. Et c'est cette vision hiérarchique des choses qu'on a appliquée à la vision du vivant, et qui a été reprise ensuite, alors qui a été reprise d'abord par le christianisme. Très intéressant de voir comment dans l'Ancien Testament, au moins les premiers livres de l'Ancien Testament, ça a été montré par les exégètes récemment, les premiers livres de l'Ancien Testament ne sont pas très nets sur la différence entre les hommes et les animaux. On est plus vers une communauté, la communauté des créatures de Dieu, que vers une vraie différence. Et la différence, on la voit apparaître à la fin de l'Ancien Testament, avec des auteurs, puisque l'Ancien Testament a été écrit petit à petit par des auteurs différents, par des auteurs justement gagnés à la philosophie grecque. Et notamment dans le livre de la sagesse, qu'on sait avoir été écrit par un néoplatonicien, eh bien, on voit une accentuation de la différence entre l'homme et l'animal. Et on voit aussi un rejet de l'animal. C'est dans le livre de la sagesse qu'on fait pour la première fois le lien entre le serpent de la tentation et le diable. Dans la Genèse, il n'est pas dit que le serpent, c'est le diable. C'est le livre de la sagesse qui fait le lien. Et vous voyez à quel point ensuite ça va peser sur la vision de l'animalité que dire que les animaux sont du côté du diable. Et petit à petit, on voit s'appesantir cette influence de la culture grecque. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible, comme le Coran, est un texte où il y a plein de versets contradictoires ou des versets elliptiques qu'on ne sait pas bien expliquer. Lorsque dans la Genèse, il est dit « l'homme reçoit le souffle de Dieu », qu'est-ce que ça veut dire le souffle de Dieu? On n'en sait rien. C'est pas expliqué. Alors là, maintenant, n'importe quel théologien va vous dire c'est l'âme. Ben, c'est pas marqué noir sur blanc que c'est l'âme. L'idée que c'est l'âme, on va la voir apparaître après même le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas dit que c'est l'âme. Ce sont des pères de l'Église qui vont adopter la philosophie grecque, notamment le néoplatonisme, pour interpréter ce verset en disant c'est l'âme spirituelle, intellectuelle, définie par Platon. Et vous voyez toutes les conséquences que ça va avoir ensuite, parce que ça va servir à définir un christianisme qui va reprendre à son compte cette idée de très forte différence entre l'homme et l'animal. Et ça va être repris par la philosophie occidentale et repris par la science occidentale, dictionnaire d'histoire naturelle, et on est totalement enquisté dans cette vision du monde. Et quand je vous disais il faut désanthropiser les concepts, parce qu'on a toujours défini les concepts, l'intelligence, etc., la manière humaine, on comprend pourquoi, à partir du moment où l'homme se met au sommet de la pyramide, il pense que c'est lui qui a les facultés les plus absolues. L'intelligence absolue, c'est lui qui l'incarne. Donc on l'a définie à son niveau, et puis on voit ensuite si elle y est en dessous. Alors évidemment, plus on descend, moins il y a de choses. Donc il n'y a pas d'intelligence, il n'y a plus que de l'instinct. Et on explique tout avec cette vision du monde, et notamment cette idée qu'on aurait une privation chez les animaux parce qu'on descend la pyramide petit à petit. Et donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment se sortir de cette vision pour aller à une autre vision, qui est maintenant la vision admise par les scientifiques. J'ai pris ce graphique sur le site de l'École normale supérieure de Lyon, pas moi qui l'ai inventé. C'est un graphique qu'on développait à la suite de tous les travaux sur la génétique, etc. Et vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on change totalement de vision du monde. On passe à ce qu'on appelle la vision arborescente, de l'arbre ou du buisson, où, à partir du dernier ancêtre commun universel, qui est au centre du buisson, eh bien, les espèces vont diverger, vont évoluer à leur manière sur des branches, par groupe sur les branches maîtresses, et puis ensuite chacune sur une branche.
Et vous avez le trajet de l'homme, je ne sais pas si vous le voyez, il est en rouge, hein, c'est peut-être pas très net. Vous avez le trajet qui amène à l'homme actuel. Et avec ce schéma, vous voyez tout de suite qu'il ne sert à rien, ça emmènerait dans une impasse de définir par exemple l'intelligence, la douleur, l'émotion en fonction de l'homme, alors qu'il n'est que sur une branche, à côté d'autres espèces qui occupent les branches d'à côté. On n'est plus du tout dans cette vision pyramidale. Donc on voit bien à quel point là, ça devient naïf, pour ne pas dire stupide, de définir les concepts à l'aune de l'humanité. Et qu'il faut bien les monter en abstraction pour ensuite les décliner au niveau des autres branches. Et ces autres branches, elles peuvent être très différentes. Et le deuxième intérêt de cet arbre, c'est que ça nous permet de sortir de cette vision hiérarchique des choses que l'on a dans la pyramide, où on ne peut définir l'animal que par la privation. L'animal n'a pas quelque chose que l'homme a, hein, ou l'homme a des choses en plus que l'animal. Ben là, la question ne se pose plus. À quoi ça sert de se demander la différence entre l'homme et puis une espèce qui est 5 branches plus loin? À partir du moment où les branches sont très divergentes, ça n'a plus d'intérêt. Hein. Et donc, c'est un schéma qui, au contraire, incite non pas à penser la hiérarchie et la dévalorisation, mais incite à penser l'originalité de chaque espèce, la richesse de chaque espèce. Et c'est ça qui devient intéressant. Et c'est avec ce schéma-là qu'on peut se mettre à penser l'intelligence d'espèces très différentes, et à la penser d'une manière très différente, pas en appliquant le test du miroir, qui sera encore faire une transformation humaine, mais l'appliquer en fonction de telle ou telle espèce. Et ça veut dire comme conséquence, eh bien, se sortir de l'anthropocentrisme et se sortir évidemment de l'anthropomorphisme. Mais le schéma nous montre que l'anthropomorphisme est pire, l'anthropocentrisme, pardon, est pire que l'anthropomorphisme. Alors que dans le schéma précédent, l'anthropomorphisme était pire. Hein. Et d'ailleurs, tout le XXe siècle, et la science éthologique s'est développée, le behaviorisme, l'éthologie classique, se sont développés au nom de la condamnation de l'anthropomorphisme. C'était le péché originel. Il ne fallait surtout pas faire d'anthropomorphisme. Mais ce que les scientifiques ne voient pas, ils ont tendance à dire, il y a deux tendances, il y a deux positions. Il y a la mauvaise position d'un côté, c'est l'anthropomorphisme. On plaque sur l'animal, sur l'espèce, les facultés humaines. Et puis il y a la bonne position, la position scientifique, neutre, où on ne fait pas d'anthropomorphisme. Et on emploie notamment cette règle de la parcimonie, c'est-à-dire que pour une activité, pour un geste, il ne sert à rien de l'expliquer avec une explication riche si on peut l'expliquer avec une explication plus simple. Hein. Alors, ça peut être un très bon principe scientifique. Le problème, c'est que les éthologues ne l'ont jamais utilisé comme principe scientifique. Ils l'ont utilisé comme principe idéologique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne l'a jamais appliqué à l'homme, ce principe de parcimonie. C'est quand même un comble. L'espèce qui invente le principe de parcimonie ne se l'applique pas. Alors, quelques scientifiques ont essayé de l'appliquer. C'est la sociobiologie, c'est l'homme neuronal, etc. La tentation de quelques scientifiques de tout expliquer par leur discipline, du côté de l'homme. À chaque fois, ils se prennent des volets de bois vert de la part des ethnologues, des sociologues, etc., qui leur disent que c'est trop réducteur. Hein. Et en fait, cette parcimonie, elle a toujours été utilisée non pas comme un principe scientifique, mais comme un principe anthropocentrique. Ça sert en fait à justifier la prééminence de l'homme. Donc il faut se sortir de cet anthropocentrisme, il faut aller vers un anthropomorphisme, mais là aussi il faut trier, je terminerai avec ça parce que je crois que le temps est passé. Il y a un anthropomorphisme qui est très mauvais, c'est l'anthropomorphisme de projection, où on plaque, c'est la comtesse de Ségur et Cadichon qui dit « je ». Il y a un anthropomorphisme intéressant, c'est l'anthropomorphisme de questionnement, à condition qu'il ne soit pas comme le test du miroir, c'est-à-dire l'homme a la conscience de soi
est-ce qu'il n'y a pas la conscience de soi sous une forme ou une autre chez telle ou telle espèce, à condition de sortir de la définition humaine. Et puis, il y a un anthropomorphisme, on le voit bien avec le test, avec l'arborescence, c'est l'anthropomorphisme de communauté. À partir du moment où on est proche sur l'arbre, à partir du moment où on est sur la même branche maîtresse et sur deux petites branches voisines, eh bien, peut-être qu'il devient plus intéressant de faire l'anthropomorphisme, par exemple pour expliquer les chimpanzés qui sont tellement proches de nous, qu'aller inventer une explication abracadabrantesque qui ne tient au bout du compte pas la route. Et maintenant, cet anthropomorphisme de communauté commence à être pensé. Il y a eu un grand colloque scientifique à l'automne sur l'anthropomorphisme comme outil scientifique. Il commence à être pensé de cette manière-là. Donc vous voyez que les choses sont en train de beaucoup changer à propos de cette intelligence. Et je termine en 2 mots, sinon je me fais tirer l'oreille. Il faudra aller encore plus loin. À partir du moment où on trouve chez telle ou telle espèce des capacités intellectuelles importantes, eh bien, il faudrait appliquer les concepts, les méthodes développées en sciences humaines, qu'il ne faudrait plus appeler sciences humaines, mais qu'il faudrait appeler sciences du social et du culturel, parce qu'on aurait besoin de ces méthodes et de ces concepts pour mieux comprendre des animaux. Alors, quelques anthropologues et sociologues ont essayé de le faire, pour les chiens, pour les chats, et ils montrent que ça marche bien. Avec un problème, c'est qu'ils oublient la biologie, exactement comme les biologistes oublient la culture, la sociologie, etc., etc. Mais il faudrait aller vers une alliance entre sciences de la nature, qu'il ne faudrait plus nommer comme ça, qu'il faudrait dire sciences du biologique et du cognitif, et sciences humaines qu'il ne faudrait plus nommer comme ça, mais nommer sciences du social et du culturel. Ça permettrait d'encore mieux étudier les intelligences animales. Et on voit des éthologues qui maintenant commencent à le faire, qui commencent à s'intéresser à la psychologie, à la sociologie, etc., pour reprendre les concepts et les appliquer aux animaux en les sortant de leur définition humaine et en les appliquant à leur espèce. Voilà, je m'arrête là, sinon je pars en enfer. Merci. Non, pas du tout. Merci, merci Eric. Vision passionnante, comme quoi vraiment l'histoire nous permet de mieux comprendre la société. Non, je voulais juste surtout qu'on ait le temps de poser des questions, parce que je pense que... Alors, on va vous donner le micro, et surtout poser votre question une fois que vous avez le micro pour qu'on puisse vous enregistrer. Alors, je crois qu'Anne, c'est toi qui vas donner le micro. Je vois rien, moi. Ah, il faut retirer la bouteille d'eau pour les photos. Ah. Et ça aussi. Il faut faire styliste en même temps. C'est vrai que sur toutes les photos, il y a la bouteille d'eau. Et je rappelle qu'après les questions, vous pourrez donc discuter avec Eric. Il y aura un petit quart d'heure pour les dédicaces de ses livres. On sera à l'extérieur, ça sera mieux. Comme ça, vous pourrez discuter un petit peu avec lui. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, ma question, ce serait, selon vous, pourquoi est-ce que l'homme se sent obligé de se sentir supérieur par rapport aux animaux? Quel est vraiment, sur tous les siècles, finalement, il n'a jamais vraiment réussi à se confondre avec les animaux et plutôt à s'isoler? Alors, je ne dirais pas que c'est l'homme, hein. C'est essentiellement l'occidental. Quelqu'un comme Philippe Descola, qui est anthropologue, a bien montré dans un ouvrage qui s'appelle Par-delà nature et culture, a bien montré que ce n'est pas le cas de toutes les civilisations. Il y a des civilisations qui ne pensent pas du tout comme cela. Je vous parlais tout à l'heure des Japonais qui, dans leur article, n'ont pas tout le temps en arrière-fond quelle est la différence entre ce que j'étudie et l'homme. C'est vraiment les Occidentaux qui ont poussé ça, à partir de cette antiquité grecque, qui ont poussé ça à son maximum. Mais ça n'est pas propre à l'humanité. On a des civilisations où, au contraire, on pense tout à fait au fait que l'homme est un homme, c'est un animal, c'est un homme, le chien est un chien, et qu'on ne pense pas ça en termes de hiérarchie. Alors pourquoi l'a-t-on fait? Bien, en grande partie pour justifier une exploitation. L'animal moteur qui tire, l'animal dont on
consomme, qui pendant longtemps n'a pas été l'animal prioritaire. De nos jours, on croit qu'on a domestiqué pour la viande. Non, jusqu'au 19e, 20e siècle, on mange très très peu de viande. Hormis dans les classes les plus aisées. Un Grec de l'Antiquité classique mange en moyenne 2 kilos de viande par an. Autrement dit, c'est un végétarien de fait. Non, on utilisait l'animal pour la laine, pour la peau, pour le faire tirer la force motrice. Mais finalement, ça a été un moyen de justifier tout ça. Et puis, dans le cas de l'Antiquité grecque, ça a été vraiment enquisté dans une vision très hiérarchique de la société. C'est une vision qui pratiquait aussi l'esclavage. Donc il fallait justifier tout ça. Alors il ne faudrait surtout pas faire, je ne sais pas si on peut revenir, bon, si vous rappelez la pyramide, il ne faudrait surtout pas faire, rester dans cette vision pyramidale et ne vouloir dans cette discussion que renverser la pyramide. Comme on le fait d'ailleurs en matière les gens qui pensent la décolonisation, qui pensent les autres populations ou le féminisme, etc. Bien souvent, on voit en fait que les gens restent, on a des féministes qui restent dans cette vision pyramidale et qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles renversent la pyramide. Au lieu d'un patriarcat, instaurons un matriarcat. C'est la même vision hiérarchique et inégalitaire. Pas beaucoup d'intérêt. Et on trouve la même chose en matière de décolonisation. Et donc là, ce qu'il ne faudrait pas faire, à mon avis, ça serait simplement renverser la pyramide et dire l'homme est un animal, mais même un animal pas terrible. Non, il y a un propre de l'homme, l'arbre le montre bien, il y a une originalité de l'homme, il y a un propre de l'homme, je crois que ça ne servirait à rien de le nier, mais l'intéressant, c'est de voir le propre et l'originalité et la richesse de chaque espèce. Je crois que c'est ça qu'il faudrait faire et non pas... C'est comme ça qu'on sort de cette vision pyramidale. Ah, moi j'ai une question, Éric, parce qu'on parle toujours de l'Orient, on nous dit toujours qu'on a une vision assez restreinte, nous les Occidentaux, et on a l'impression qu'en Orient, l'animal c'est l'horreur quand même, quand on voit ce qui se passe en Thaïlande, en Chine, etc. Donc finalement, quelle est cette vraie différence? Parce qu'on a l'impression que dès qu'il s'agit d'exploiter l'animal et de le mépriser, on est tous un peu pareils, non? Oui, c'est vrai. Alors, c'est très intéressant si on prend la Chine, par exemple. On voit très bien comment en Chine, la Chine a été influencée par le bouddhisme, pas que par le bouddhisme, mais par le bouddhisme. Et donc, on aurait pu avoir une voix tout à fait particulière de la Chine à propos des animaux. Et on se rend compte, en fait, que la société chinoise qui a adopté le bouddhisme, eh bien, elle a adapté le bouddhisme à elle. Comme beaucoup de peuples occidentaux ont fait aussi avec le christianisme, d'ailleurs. Le christianisme qu'on vit actuellement, la plupart du temps, il n'est pas dans la Bible. Le chrétien actuel qui croit en l'immortalité immédiate de l'âme de l'homme, ce n'est pas marqué dans la Bible. Ce sont les pères de l'Église qui ont décidé, sous l'influence de Platon, qui ont décidé que ça serait comme ça. Vous n'avez aucun verset dans le Nouveau Testament. Les apôtres sont plutôt persuadés d'une résurrection des âmes après le jugement dernier. Ce n'est pas la même chose. Et donc le bouddhisme, c'est pareil. En Chine, le bouddhisme, on l'a adapté. Et on s'est dit que finalement, puisque le bouddhisme dit qu'il y a transmigration des âmes de corps en corps, d'un homme à un chien, d'un chien à un cheval, finalement, c'était peut-être pas mal de tuer et de manger le cheval, parce que comme ça, on libère une âme qui aura plus de chances d'aller se mettre dans un homme. Et donc, voilà comment on a pu justifier l'alimentation carnée. Et arriver à faire le contraire de ce que pouvait vouloir le bouddhisme. C'est la même chose dans le christianisme. Quand Jésus dit dans un des évangiles « Allez prêcher à toutes les créatures », il n'y en a qu'un qui a fait ça, c'est François d'Assise. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour éliminer ce verset bien dérangeant. Alors on a dit « Allez prêcher à la création ». Création, c'est vague. Ou « Allez prêcher à tout le monde ». Si je vous dis « Allez prêcher à tout le monde », vous allez penser, oui, à tous les peuples humains. Vous n'allez pas penser aux animaux. Donc on a fait exactement la même chose. Alors c'est vrai qu'en plus, avec le communisme au XXe siècle, qui évidemment au niveau écologique est assez éloigné, puisque pour Marx, l'homme se définit par le travail, et au XIXe siècle, le travail, c'est le travail sur la nature. C'est le textile, c'est la métallurgie, etc. Marx n'a pas pensé à monter sa définition du travail en abstraction. Il a été l'homme d'un siècle et donc il a défini en fonction de son siècle.
Et donc l'homme se définit par l'outil, l'homme se définit par le travail et par la maîtrise de la nature. Donc les régimes communistes, ils sont allés bon ton tout au XXe siècle. Alors maintenant, la Chine est en train de faire son virage environnemental. Alors lorsqu'ils font des choses, ils ne les font pas à moitié, ou ils détruisent tout. Et donc là, ils se mettent à parler en disant il faut revenir aux vieilles valeurs chinoises. Et là, ils redécouvrent le bouddhisme, etc. etc. Ça commence. Attendez, il y a une question ici. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette super conférence. Je voulais juste d'abord faire une remarque. Vous avez dit que Charles Leroy, donc c'était un chasseur qui mangeait des animaux intelligents. Mais d'une certaine manière, je vais un petit peu défendre les gens qui mangent la viande. Les animaux mangent aussi des animaux intelligents, selon vous. Et donc vous avez montré une arborescence incluant aussi les cellules eucaryotes. À l'intérieur, il y a les cellules végétales. Pouvons-nous parler d'intelligence végétale et carrément d'intelligence du monde vivant? Alors la question pour le monde végétal est en train de se poser. Il y a maintenant des gens qui travaillent là-dessus et qui n'hésitent pas à parler de neurologie des plantes, etc., etc. Alors là aussi, ça veut dire qu'il y a un autre travail. C'est comme pour la respiration des plantes. Ça veut dire qu'il faut déplacer la définition des concepts que l'on va utiliser, trouver des définitions plus larges. L'idée de... oui, évidemment, Charles Leroy, il n'en tire pas les mêmes conséquences. Mais manger ou pas manger de la viande, ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand on regarde l'évolution occidentale, ça ne va pas de pair vraiment avec la question d'intelligence, même si de nos jours on est en train de lier les deux choses, ça va plutôt de pair à l'époque avec la question de la violence. Et donc, dès l'Antiquité, on a des philosophes, alors là aussi très minoritaires, très marginaux, comme Plutarque, etc., qui disent qu'il ne faut pas manger de viande pour ne pas développer la violence chez l'homme. Donc, ce n'est pas une question de nature normale, de nature naturelle, c'est au contraire l'idée que l'homme est un être à part et donc il doit développer une morale, et dans cette morale, il ne doit pas développer une violence, y compris vis-à-vis de l'homme et y compris vis-à-vis des animaux. Et c'est cette vision qui se développe à partir du XVIIIe siècle, avec les lois sur la protection des animaux, les lois l'ASPA, etc., etc. La première loi de 1850 en France, le général Gramont arrive à la faire passer en insistant sur le fait que ça va protéger les hommes entre eux de la violence. Lorsqu'il dit c'est pour protéger les animaux, les députés lui rient au nez. Et donc c'est cet argument qui passe à l'époque et qui va construire notre rapport aux animaux jusqu'à nos jours. Mais là aussi, je reviens, il faut sortir de cette idée qui a été énormément développée au XXe siècle sur l'homme naturellement carnivore. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, ce n'est pas vrai. C'est comme pour les chiens, quand on nous dit le chien est naturellement carnivore. Non, vous avez des centaines de chiens, de générations de chiens, qui n'ont mangé que du pain trempé dans de l'eau. On ne mangeait soi-même pas de viande, on n'allait pas en donner à son chien. Ça va de soi. Et donc, il faut attendre. Et d'ailleurs, c'est tout à fait parallèle. On voit bien quand on lit les traités sur l'alimentation humaine et les traités sur l'alimentation des chiens, des chats, on voit bien que c'est au moment où on se met à manger de la viande, où la viande, et notamment au XXe siècle, devient un produit courant, qu'on va dire qu'il faut aussi donner de la viande à son chien, à son chat, et qu'on va parler de la nature naturellement carnivore du chien ou du chat. Mais je vous trouve sans problème des textes de vétérinaires du 19e siècle qui vous disent qu'il ne faut pas donner de la viande au chat. Ça le rend agressif. Donc l'idée de carnivore, le chat carnivore, elle n'est absolument pas là à l'époque. Par ici. Bonjour, merci aussi. Ma question, c'est plus sur une idée de recommandation ou de réflexion justement sur votre principe d'augmenter le niveau d'abstraction des concepts qu'on applique aux humains et d'une façon différente aux animaux. En l'occurrence, je comprends bien le pas qui est franchi au moment où on se rend compte que la respiration, parce on a trouvé des moyens d'observer ce qui se passe et donc de définir la respiration à une échelle, en dessous
ou en tout cas un niveau d'abstraction plus élevé en termes de réaction chimique. Mais il me semble qu'il reste encore énormément de concepts sur ce qu'on étudie chez, moi je dis l'animal, mais en l'occurrence c'est pour l'humain en particulier, pour tout ce qui est psychologie, etc. Et je dis psychologie pour faire un grand sac, mais je pense qu'on peut difficilement s'abstraire de ce qui est notre expérience du monde en tant qu'être vivant et donc en tant qu'être humain, puisqu'il se trouve que je suis un être humain et donc quand je fais de la recherche, j'aime bien cette formule, la recherche c'est toujours « je cherche ». On ne peut pas faire de la recherche sans être ce qu'on est. Et donc comment arriver pour certains aspects qu'on voudrait abstraire plus, à le faire pour ce pourquoi on n'a pas, en tout cas maintenant, de moyens de les observer concrètement, autrement que d'analyser ce qui se passe dans ma propre tête et d'essayer de projeter un semblant d'équivalence. Vous avez tout à fait raison, parce que là aussi, ça nous oblige à sortir d'une vision, la vision pyramidale. L'homme n'est pas l'intelligence absolue. Ce n'est pas la référence absolue, ça n'est qu'une espèce. Donc nous faisons avec notre intelligence, et effectivement, là, nous avons des difficultés à nous, à nous transporter vers une autre espèce. Mais en même temps, on voit bien comment déjà se poser la question, déjà se dire oui, il faut le faire, j'ai des difficultés, mais il faut le faire. Ça change beaucoup de choses. Ça permet de se poser des questions aussi, ou d'inventer des expériences. L'école hongroise d'éthologie canine, qui est vraiment une école hongroise, est absolument remarquable. Il y a 2 ans, a publié un article dans Nature, je crois, ou dans Science, je ne sais plus, où pour la première fois, ils ont fait passer un chien non endormi, immobile, ils l'avaient dressé pour ça, un chien commun, parce qu'il y a des différences intellectuelles entre les chiens, comme des différences de capacité communes entre les hommes, et pour voir le fonctionnement du cerveau. Et c'est quelque chose auquel on n'aurait absolument pas pensé il y a encore 20 ou 30 ans. Donc je crois qu'on va les inventer, ces questions-là. Et on est en train de le faire. L'intelligence, par exemple, les éthologues sont en train de faire ce travail de montée en abstraction. Pour beaucoup d'éthologues, maintenant, la définition de l'intelligence, c'est la capacité d'une espèce à s'adapter à son environnement et au changement de son environnement. Donc là, on a une définition très générale, très abstraite de la définition de l'intelligence. Et après, on peut la décliner. Et là, on voit avec cette définition-là qu'on a beaucoup d'espèces qu'on peut à ce moment-là déclarer intelligentes. Alors on pourra dire, oui, mais c'est pas l'intelligence intelligente. Oui, ben non, c'est pas l'intelligence humaine, là, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Alors évidemment, si on est dans la vision pyramidale, on va dire, ouais, vous jouez sur les mots, c'est de l'intelligence, mais enfin, c'est de l'intelligence de second degré. Mais si on est dans la vision arborescente, bah, ce sont d'autres formes d'intelligence. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'originalité. Moi, je suis frappé de voir un chien, par exemple. Un chien, il vit en 4 dimensions. Moi, j'aimerais bien vivre en 4 dimensions, c'est-à-dire il vit dans les 3 dimensions physiques, et puis avec les odeurs, il capte les odeurs anciennes, les odeurs actuelles, et puis il voit arriver. Vous voyez l'expression, on l'a vu. Ils sent arriver les odeurs qui vont arriver, les odeurs du futur. Nous en sommes incapables, nous. Si on avait cette capacité, peut-être qu'on aurait des facultés, des capacités à faire, à agir tout à fait remarquables et tout à fait différentes. Donc ce qui est intéressant, c'est ça. Essayer de voir l'originalité des autres. Mais c'est vrai que du coup se pose la question qu'on ne s'était pas posée dans la science jusqu'à présent, puisqu'on pensait finalement l'homme comme référence absolue. Ça pose la question que nous ne sommes que des hommes. Une espèce parmi les autres, mais il y a quand même un propre de l'homme qui fait qu'il peut se poser des questions, il peut inventer des expériences. C'est pas pour ça, à mon avis, qu'il doit s'en glorifier, qu'il doit se mettre tout en haut. Il a une originalité et ça peut permettre aussi de mieux comprendre les autres. Mais les animaux font aussi des efforts de compréhension des autres. Les éthologues canins montrent bien à quel point les chiens font attention à leur maître. Autrement, ça ne marcherait pas. L'interaction ne pourrait pas marcher s'il y avait que le maître qui faisait attention à son chien. Voilà, le temps passe et on va prendre une dernière question.
Bonjour, merci. Moi, j'avais une question sur cette montée en puissance aujourd'hui de l'intelligence animale, voire plus largement même de l'intelligence du vivant avec les plantes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire, voire paradoxal, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle? Est-ce que l'un n'implique pas l'autre? C'est-à-dire, plus on va vers cette intelligence artificielle, plus finalement on se retourne vers quelque chose qui nous avait échappé et qui pourrait compenser cette course, entre guillemets, vers l'abîme, parce que là, ça nous ramène à notre, quelque part à notre humanité vivante partagée, quoi. Voilà. Oui, vous avez raison. À la fois, le piège, ça pourrait dire finalement les animaux ne sont que des machines, comme nos robots, mais en même temps, on voit très bien que les scientifiques qui travaillent sur l'intelligence artificielle, sur les robots, voient très bien à quel point c'est compliqué. Et il y a eu notamment une expérience, c'est passé dans les médias, peut-être que vous l'avez vu, où on a construit un robot sous la forme d'un chien. Et l'expérience consistait à arriver près de ce chien robot et de lancer un coup de pied. Et de modéliser le fait que le chien reçoit le coup de pied, se déporte, mais ne tombe pas et se redresse. Eh bien, les scientifiques qui ont fait ça se sont aperçus à quel point c'était compliqué d'avoir un modèle comme ça. Et à quel point on ne pouvait absolument pas parler d'instinct pour un chien qui arrivait à faire ça. Donc c'est un bon moyen, effectivement, de reconnaître la complexité du vivant, la complexité des choses. Parce que finalement, avec cette intelligence artificielle, on essaye de recréer ça. Voilà, je crois que ça va être le mot de la fin, Éric Baraté. Merci beaucoup. Merci. Pour la conférence.